Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les parlementaires, cher François Loos, cher Jean-Jacques, je suis ravi d'être parmi vous ici. Ça fait en effet la troisième fois que je viens en quelques mois. Toujours ravi de voir l'Alsace grandir, se développer. Je vais revenir peut-être rapidement sur ma motivation profonde en ayant pris les rênes du MEDEF avec vous tous et grâce à vous tous, qui était, en exportant beaucoup pour le compte de ma société radiale, de voir notre pays tomber ou mal aller, alors que la France a des atouts formidables. On a des filières d'excellence, on a des ingénieurs de qualité, on a une administration qui, même si elle est très grosse, fonctionne. On a un pays avec une immense culture dans tous les plans, on a une histoire, et tout ça, si vous voulez, on a l'impression d'un énorme gâchis lorsqu'on revient de Singapour, du Canada, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Autriche ou du Japon. Et je crois que c'est ça qui m'a vraiment extrêmement motivé, je dirais, pour le MEDEF, c'est de me dire, mais quel gâchis nous avons et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, car ça fait des années que ça dure, que l'entreprise est mal connue, mal aimée, que nous sommes plutôt maltraités, et que, en fait, on s'aperçoit en voyageant beaucoup que des pays émergents ou émergés qui réussissent actuellement ont fait trois choix fondamentaux pour leur pays. Ils ont fait le choix de l'entreprise intrinsèquement, ils ont fait le choix de l'économie de marché et ils ont fait le choix de la mondialisation, qui sont des facteurs qui sont ni de gauche ni de droite. Et je trouve qu'en France, tous nos débats sont extrêmement politisés. On est toujours dans une sorte de dogme, d'idéologie. Il y a des tabous, il y a des totems, il y a des choses qu'on ne peut pas déplacer. Et ça, si vous voulez, quand vous voulez juste développer votre entreprise, créer de l'emploi en France, naturellement, de façon très simple, très saine, comme font les Chinois, les Indiens, les Singapouriens, les Canadiens, et que nous, on est toujours en train de nous faire des mauvais procès, de suspicion permanente, je dirais que cette chape de plomb est assez démotivante. Et c'est pour ça que je me suis dit, eh bien, soit on râle tous les matins comme chef d'entreprise en écoutant la radio, la télé, en lisant les journaux, soit on part, on vend nos sociétés, ce qui est insupportable, soit on se bat. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, on y va, il faut y aller, il faut essayer de faire que la France fasse son aggiornamento économique une bonne fois pour toutes. Et je le dis souvent, c'est pas de la politique. Nous, on vit très bien avec l'alternance. D'ailleurs, l'alternance reviendra, gauche-droite, droite-gauche, centre, on verra. Mais il ne faut pas qu'à chaque fois, on nous casse les entreprises, on nous casse le moral des patrons, on nous casse la fiscalité. Et je dirais qu'il faut vraiment que tout ça change. Et je crois que c'est ça, le combat fondamental du MEDEF, en fait, que je souhaite porter. Je porte aujourd'hui 3 combats au sein du MEDEF. Ce MEDEF de combat pour l'emploi, ce n'est pas un combat de rue, c'est un combat positif pour l'emploi, pour la compétitivité, pour la croissance. Le deuxième MEDEF que je porte, c'est un MEDEF de pédagogie, d'accompagnement. Alors on me reproche souvent de répéter toujours la même chose. C'est vrai que pendant 6 mois, j'ai répété qu'on avait 100 milliards de trop de chiffres de dépenses, de charges sur la tête. Alors, à tel point que beaucoup de journalistes se gaussaient de Pierre Gattaz qui disait « il a que ça à la tête, c'est 100 milliards, 100 milliards, 100 milliards ». Ben oui, mais à la fin, ben ça a marché parce que quelque part, maintenant, tout le monde dit qu'on a 100 milliards sur la tête. Bon, et le gouvernement a enfin pris la mesure du drame en ne proposant qu'une réduction de 50 milliards. Certes, mais c'est la moitié du chemin. On va continuer de pousser et d'activer pour qu'on rejoigne nos amis allemands qui sont à 116 milliards de moins de charges sur les entreprises que nous-mêmes en France. Mais, donc, MEDEF de pédagogie, d'accompagnement. Et troisième MEDEF, un MEDEF de vision, d'ambition. C'est important parce que je crois qu'il faut porter, il faut que la France retrouve l'esprit de conquête. Il faut qu'on imagine une France conquérante, une France d'ingénieurs, de constructeurs, de vendeurs, de commerçants, une France qui gagne. Et ça, c'est le projet France 2020 dont je reparlerai peut-être à la fin de mon speech. C'est redonner l'enthousiasme, l'optimisme à tout le monde, à nos jeunes, à nos concitoyens. Car aujourd'hui, on le sait, eh bien, on est depuis 30 ans ballotté dans des crises à droite, à gauche. On flotte comme un bouchon sur l'océan. Alors la crise asiatique, la crise des subprimes, la crise de l'euro, et on s'en prend plein la figure. Et personne nous dit où est-ce qu'on doit aller. Eh ben, on va le faire au niveau du MEDEF, sans aucune prétention. On va poser les bases, ce sera les points d'orgue des universités d'été du MEDEF,
à jouer en Josas fin août. Alors, revenons sur le combat initial. Eh bien, il faut... quelle est notre obsession et mon obsession? Et je crois qu'elle est vraiment importante, c'est l'emploi. Car à partir de l'emploi, eh bien, vous déclinez toute la logique de l'entreprise, puisque à partir de l'emploi, vous arrivez très vite sur l'entreprise en disant seule l'entreprise privée peut créer de l'emploi. Alors là, on me challenge déjà. On me dit, mais c'est pas vrai. Je suis challengé par certains députés, par des tas de gens qui me disent, mais c'est faux. Et les associations? Je dis, bien sûr, les associations créent de l'emploi, mais il faut créer de la richesse, il faut des dons, il faut des subventions pour les associations. Ben, l'administration crée de l'emploi. Mais oui, mais il faut des impôts pour payer l'emploi des fonctionnaires. Et vous arrivez sur l'entreprise privée, bien évidemment, ce qui vous paraît tout à fait logique dans cette salle. Mais il faut l'expliquer. Vous voyez, déjà ça, il faut l'expliquer. Donc on va l'expliquer et on l'explique. L'entreprise, comment ça fonctionne? Eh bien, je dis toujours, il y a 3 réacteurs à une entreprise. Vous avez le premier réacteur qui sont les facteurs de compétitivité hors coût. C'est nos responsabilités. C'est de trouver des clients heureux. C'est l'exportation, ça c'est la sphère client, le marketing. Deuxième facteur clé de succès, c'est l'innovation, partout, le design, le numérique, les matériaux. Troisième facteur clé, l'excellence opérationnelle, la qualité. Ça, c'est quelque chose que nous faisons un peu moins bien que nos amis allemands, notamment, la maîtrise des processus. Nous sommes beaucoup plus forts en innovation, un peu plus forts en innovation, en créativité. Eux maîtrisent plus la discipline des process. C'est essentiel pour l'exportation, car si vous vendez une saloperie innovante, de mauvaise qualité, livrée 2 mois plus tard que ce que demandait le client à Boeing ou à BMW, je peux vous dire que vous ne revoyez plus le client. Donc l'excellence opérationnelle, c'est la maîtrise de la qualité, c'est la maîtrise de la livraison et c'est la maîtrise du prix de revient. Et ça, c'est fondamental. Et le MEDEF s'intéresse bien évidemment à aider nos entreprises, nos PME, nos ETI, nos TPE sur ces 3 points-là. Il y en a un 4e qui est tout ce qui est bien sûr management des hommes et des femmes. Moi je dis toujours, il faut que nos hommes, nos femmes, nos salariés soient épanouis, soient motivés, soient dans le coup et nous aident à nous améliorer, à nous adapter. C'est l'employabilité aussi qui est important pour eux. C'est le management, c'est de la formation permanente. Tout ça, en effet, c'est important, c'est notre travail, tout en leur disant qu'ils n'auront peut-être pas l'emploi à vie dans nos entreprises, car une entreprise, vous le savez tous, ça se développe, ça naît, ça se développe, ça s'adapte en permanence, et parfois, ça subit des crises, ça doit rebondir, parfois ça meurt. Et je pense en effet que nos salariés doivent comprendre qu'on est dans un monde qui bouge tout en permanence. Elle bouge, l'entreprise, parce qu'elle est devant des clients qui sont en perpétuelle évolution, en aval, et en amont devant des sciences, des technologies, du numérique, des technologies qui évoluent en permanence. Donc une entreprise, ça bouge en permanence. Et en effet, notre meilleure responsabilité qu'on puisse donner à nos employés, à nos salariés, c'est l'employabilité. C'est-à-dire, on vous prend avec 5 sur 20 ou 6 sur 20 de compétences. Et l'idée, c'est que vous montiez de telle façon à ce que vous soyez toujours en apprentissage, d'une part, pour aider l'entreprise à s'adapter, et deuxièmement, parce que si un jour il y a un problème avec l'entreprise, parce qu'elle est sur un mauvais marché, comme Kodak, ou comme Nokia, ou comme d'autres, eh bien, que cette personne-là puisse retrouver rapidement un travail. Et je crois que c'est ça qui est important. Et puis le 5e facteur clé de succès, et j'arrêterai là sur cette partie du premier réacteur qui nous incombe, c'est le premium, la montée en gamme. Là aussi, le MEDEF va s'intéresser beaucoup à la montée en gamme de l'offre France, du service dans l'industrie, car se positionner sur du low cost, il faut être très très fort pour faire du low cost en France, il faut faire de l'automatisation, ça peut fonctionner, mais je crois que nous sommes, avec notre structure de coûts, bien évidemment, poussés à faire du haut de gamme, dans toutes les filières, dans toutes les gammes. À Radial, je ne fais que du haut de gamme en connecteur, le bas de gamme, je le fais en Chine ou au Mexique. Et donc je me suis positionné, et ça me permet en effet de garder beaucoup d'emplois en France, parce que je suis sur de la qualité, de la techno, de la technique, et toujours en avance par l'innovation. Ça, c'est le réacteur premier, qui est celui que nous maîtrisons de compétitivité hors coût. Mais pour que ça fonctionne, celui-là, il nous faut 2 autres réacteurs, qui sont la compétitivité du territoire et la confiance. Et ceux-là sont très importants, parce qu'ils allument le premier. Si nous n'avons pas les moyens de faire de l'innovation, de l'exportation, de la formation, ça ne marchera pas. Donc, la compétitivité coût, le 2e réacteur, c'est le coût du travail que nous subissons. C'est le coût de la fiscalité que nous subissons. C'est le coût de l'énergie
que nous devons maîtriser. C'est éventuellement le coût de l'euro fort, qui pour nous Français est un peu fort. C'est le coût de la complexité. Donc ça, c'est 2 choses que nous subissons. Et puis vous avez la confiance. La confiance, là aussi, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je pense que nous avons toujours un énorme problème de confiance. En France, les chefs d'entreprise ont toujours peur d'embaucher en France. Toujours. Et qu'est-ce que c'est que la confiance? Un environnement de confiance, pour moi, c'est le 5S. Alors ceux qui sont dans l'industrie, vous connaissez ces 5 S qui sont des mots chinois, Seiri, Seiton, Seiru, qui veulent dire ordonner, classer, trier, jeter, et qui vous permet de faire de la qualité, d'avoir des ateliers sans rien, et voir des bureaux qui sont parfaitement clean. Ça vient de la qualité totale. Le 5S de l'environnement de confiance que j'imagine, c'est premier S, c'est simplifier. Il nous faut un environnement simplifié. Deuxième S, il nous faut un environnement stabilisé. Troisième S, il nous faut un environnement serein fiscalement, sérénité fiscale. Quatrième S, souplesse sociale, flexi-sécurité, etc. Et puis, cinquième S, sécurisé juridiquement. Et je crois qu'en fait, derrière tout ça, vous voyez, en effet, les chantiers de la simplification de nos 85 codes que nous avons et des 400 000 normes. Alors là, nous avons applaudi à la nomination du binôme Poitrinal-Mandon. Chantier de simplification, qui était d'ailleurs l'un de mes thèmes de campagne à partir de janvier 2013, où j'avais dit il faut régler les problèmes de simplification, de confiance, de compétitivité et de vision. J'ai eu le grand plaisir de voir que le président de la République avait lancé ce chantier et avait nommé en septembre dernier ce binôme. Bravo, 50 mesures sont sorties il y a 15 jours. Nous attendons maintenant la transcription dans la loi de ces 50 mesures de simplification. Alors, simplification très important. Le social et le fiscal, vous savez que ce sont 2 épouvantails, je dirais, français. La fiscalité est à l'envers en France. C'est pas possible de continuer de penser qu'on doit fiscaliser autant le capital que le travail. Première erreur. Deuxième erreur, il faut avoir une fiscalité bienfaisante sur les parties prenantes de l'entreprise, sur nos salariés. Et lorsque le forfait social a augmenté de 8 à 20%, lorsqu'on a supprimé l'exonération des sorts-sup, lorsqu'on a fiscalisé les mutuelles santé, tout ça, ça va à l'envers. Et ça met en effet une pression fiscale sur nos salariés qui nous mettent ensuite une pression à la fin de l'année pour augmenter les salaires fixes. Donc d'où tout le sujet dont on a parlé tout à l'heure, je dirais d'avoir une modération salariale en période de crise, mais compensée par une fiscalité intelligente, de préserver du pouvoir d'achat ou de l'augmenter. Tout ce sujet de fiscalité intègre aussi l'épargne, l'actionnariat. Il faut, pour le financement de nos entreprises, avoir des gens, des actionnaires, des investisseurs, des épargnants qui soient salariés, qui soient retraités, qui soient actionnaires extérieurs, investisseurs étrangers, viennent mettre des fonds propres dans nos entreprises. La fiscalité doit être incitative, elle doit être simple, elle doit être lisible sur la taxation des plus-values, sur la taxation du capital, sur la taxation des dividendes. Et vous comprenez bien que la fiscalité aujourd'hui est inversée en France. Nous avons une fiscalité sur la consommation qui est relativement l'une des plus faibles d'Europe. Pas l'une des plus faibles, mais relativement modérée à 20% de TVA. Les pays nordiques sont autour de 23, 24, 25. Première erreur. Deuxième erreur, nous avons une fiscalité sur le coût du travail qui est élevée, l'une des plus élevées d'Europe. Troisième erreur, nous avons une fiscalité sur le capital et l'épargne, les plus élevées sans doute d'Europe. En taux marginal, on arrive à 143% pour ceux qui sont en taux les plus élevés. Entre l'IS, CSG, RDS, ISF, vous avez des 143% de taux marginal, ce qui est complètement démotivant, mais démotivant pour des Français, démotivant pour des étrangers de venir investir dans des actifs français. Donc ça, c'est un combat du MNF. Vous voyez bien qu'il y a 3 réacteurs, je dirais, à cette fusée de la création d'emplois. Je vais revenir sur le 1 million d'emplois juste après. Et puis, vous avez besoin d'un cap. Cette fusée, avec ces 3 réacteurs, a besoin d'un cap. Le cap, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la vision, c'est France 2020, cette France conquérante qui doit relever 5 défis. Alors, nous les définirons plus précisément lors des universités d'été du MEDEF. Vous avez le premier défi, c'est le défi de la mondialisation. Il y a 7 milliards d'individus à équiper de tout, qui ont besoin de tout. Donc, il faut s'en occuper. Deuxième grand défi, toutes les filières du futur sont à imaginer, sont à créer. Alors, dans ces filières du futur, vous avez la transition énergétique, vous avez le tourisme, vous avez les transports de demain, vous avez la sécurité, des données,
des biens, des citoyens, des transports. Vous avez toute l'économie des personnes âgées. Voilà quelques idées de filières du futur qui sont toutes à construire. Et nous avons souvent les filières d'excellence correspondant à ces besoins. Troisième grand de filière, défi à relever, le numérique. Le numérique, c'est un vaste sujet, énorme. C'est une modification, c'est la troisième révolution industrielle de l'humanité. Eh bien, ça va toucher tout le monde, tous nos marchés, tous nos fournisseurs, la façon dont on va former nos enfants. C'est un monde sur lequel il faut que la France se positionne. Elle est déjà pas mal positionnée, très loin des Américains malheureusement, mais nous avons encore des cartes extraordinaires à jouer. Sur les MOOC, sur l'enseignement numérique, sur tout le continent africain, qui est à 80% francophone, je le rappelle, et qui fera la moitié de l'humanité dans les années 2050. Nous avons des cartes à jouer sur ce défi numérique énorme. Quatrième défi, l'Europe. L'Europe à finir de construire. L'Europe avec une vision européenne qu'il faut lui donner. Cinquième grand défi, l'audace créatrice, la création d'entreprises. J'ai été visiter tout à l'heure une pépinière d'entreprises splendide. Je félicite d'ailleurs les acteurs et les élus qui ont mis en place cette pépinière avec 18 startups. J'ai pu discuter avec les équipes et avec certains chefs d'entreprise qui sont des jeunes, qui ont la foi, qui ont la fougue, qui ont l'audace, qui ont le courage de s'être lancés. Et ça, c'est absolument magnifique. Il faut susciter un environnement favorable, social, fiscal, réglementaire, simplifié, surtout faire que ces jeunes aient le droit de l'erreur, parce que certains vont échouer. C'est pas grave, il faut qu'ils soient capables de repartir, de rebondir. Et donc il faut installer cette culture de la création d'entreprise, du rebond, de surmonter des échecs, de faire que les échecs soient des expériences pour continuer. Donc ça, c'est le projet. Alors, le 1 million d'emplois dans tout ça, c'est un projet que vous connaissez un peu, mais dont je voudrais vous parler, car il vient soutenir toute cette fusée, je dirais, de l'emploi. C'est quoi? C'est de dire, est-ce qu'on peut se contenter d'avoir un chômage à 11% en France? Eh bien, je dis non. Et moi, c'est mon obsession. 11% de chômeurs, c'est tout à fait intolérable durablement. Ça fait trop longtemps que ça dure. 25% de chômage des jeunes, ça fait trop longtemps que ça dure. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut s'occuper de l'emploi. Et c'est pour ça que nous avons lancé, dès la mi-octobre dernier, cette idée de nous sommes capables, nous chefs d'entreprise, de créer 1 million d'emplois en France sous 5 ans. À la condition que des choses bougent. Il ne faut pas oublier à la condition que, parce que sinon ça ne marche pas. Eh bien, nous sommes en train aujourd'hui de dire, eh bien, quelles sont ces conditions. Nous sommes en train de travailler sur un projet qui va nous permettre de détecter par filière et de façon transversale aux filières les verrous qui nous empêchent de créer 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 emplois. Je vais vous en donner quelques-uns. Eh bien, par exemple, nous avons estimé que dans le tourisme, l'ensemble de la distribution, grande distribution, commerce et filière touristique, nous pourrions imaginer créer 30 à 40 000 emplois si on ouvrait le dimanche sur volontariat ou après 21h sur volontariat dans des endroits spécifiques. Or aujourd'hui, par tabou, par idéologie, on n'a pas le droit. Même sur volontariat, on n'a pas le droit. Et ça, moi, ça me paraît insupportable. Est-ce qu'on veut créer de l'emploi en France, oui ou non? Parce que c'est la question. Mais si on veut créer de l'emploi, il faudra prendre à témoin monsieur et madame Michu. Est-ce que vous voulez que vos enfants aient un emploi en France? Eh bien, nous allons mettre sur la table des verrous. Je peux vous en donner un autre dans les services à domicile, par exemple. Eh bien, il y a une fiscalité qui s'est durcie il y a 2-3 ans, une réglementation qui était floue, et qui fait que nous avons perdu des dizaines de milliers d'emplois de personnel à domicile, pour aider des personnes âgées, pour aider des femmes de ménage, etc. Eh bien, si nous améliorons cette fiscalité, cette réglementation, eh bien, la Fédération des services à domicile me parle de 100 000 emplois possibles à créer, potentiels. Alors, ce ne sont jamais des engagements, bien évidemment, ce sont des objectifs. Parce qu'à chaque fois, on essaie de nous piéger en disant « vous engagez sur 1 million d'emplois ». Mais impossible de s'engager sur des emplois. L'emploi, c'est une conséquence d'une compétitivité, d'une attractivité. Mais ça viendra naturellement. Comme c'est revenu en Angleterre, les Anglais ont créé 1 500 000 postes en 3 ans. Et le numéro 2 britannique a dit il y a un mois
I want to create 1 million jobs in England within the next 3 years. Attends, c'est génial, il nous a repiqué notre projet. Bon, donc, mais après avoir déjà créé 1,5 million, vous voyez, ils sont quand même ambitieux. Donc tout ça pour vous dire, si vous voulez, voilà 2 exemples par filière qui permettraient de recréer des emplois. Alors, il y a aussi des verrous négatifs, c'est-à-dire que s'il ne se passe rien, et je pense beaucoup à la pénibilité aujourd'hui, à ce fameux dispositif qui nous a été imposé sans discussion, sans concertation, sans négociation, avec les retraites, on n'a rien vu, comme les 35 heures, boum, on l'a pris dans la figure, eh bien, on sait que si ce dispositif n'est pas amélioré drastiquement, c'est entre 20 000 et 100 000 jobs qui vont partir, qui vont être perdus, parce que ce dispositif est inapplicable, il va nous coûter extrêmement cher, et je dirais que c'est source de contentieux dans tous les sens. Donc voilà un sujet qui est un verrou qu'on mettra aussi sur la table avec le gouvernement. On l'a déjà mis. Je dirais nos discussions se passent, et tant mieux, et bravo. Mais je dirais qu'il y a aussi des choses qui sont anti-emploi. Alors, de façon transversale, il y a d'autres idées. On a beaucoup parlé d'apprentissage d'alternance toute la journée et encore à cette table ronde. Eh bien, nous sommes dit au niveau du MEDEF, nous pouvons créer 100 000 apprentis de plus à 5 ans. Nous avons 400 000 apprentis en France. Les Allemands en ont 1 200 000, 3 fois plus. C'est incroyable la différence. Et donc, 100 000 en plus d'apprentis, ça ne nous paraît pas effrayant comme objectif. Qu'est-ce qu'on dit? On a mis 10 ou 12 propositions sur la table en novembre dernier, sur la table du gouvernement. Et on leur a dit dans les 2 premières propositions, faites en sorte que les filières professionnelles aient la main et la co-responsabilité avec les régions des territoires, des cartes d'apprentissage, et aient la co-responsabilité avec l'enseignement des filières d'apprentissage, car nous savons de quoi nous avons besoin. Nous sommes écartés de ces filières. Donc il faut absolument que nous reprenions la main en co-responsabilité. Ça ne coûte rien. Ensuite, en effet, il faut éviter les allers-retours, puisque vous savez qu'il y a eu des primes qui ont été enlevées, qui ont été rajoutées sur les TPE. Vous savez qu'on nous a prélevé 280 millions d'euros de fonds au mois de janvier, qui est parti dans les régions, des fonds d'apprentissage. Bon, il faut arrêter le jeu de massacre. Vous savez que pour nous, c'est essentiel, c'est un point important pour former nos jeunes. Il faut que culturellement, en France aussi, on arrête de penser qu'il faut qu'on ait 80% ou 90% de réussite au bac. Vous savez qu'en Suisse, on m'a dit que c'était 20% le bac. Et qu'il y a 80% de jeunes qui vont partir à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans dans des branches, dans des filières, etc., qui leur permet d'avoir un métier, de se former un métier, de rentrer dans l'entreprise très tôt, d'avoir une notion du travail d'équipe. Parce que les jeunes qui rentrent dans l'entreprise très tôt, eh bien, ils savent ce que c'est qu'un travail d'équipe, ils savent ce que c'est que la discipline de se lever le matin, d'aller au boulot, de gagner sa vie, de s'épanouir dans un travail, d'avoir la fierté du travail. Et je crois que c'est ça qui est le plus important dans ce projet, 1 million d'emplois, c'est la fierté d'avoir un travail. Ces chômeurs de longue durée, eh bien, il faut leur redonner de la dignité, il faut redonner de l'épanouissement par le travail, parce que de la reconnaissance par le travail. Quand vous avez un travail, un métier, c'est encore mieux. Un emploi, c'est bien. Un métier, c'est un travail avec de la formation, avec une expertise. Eh bien, vous avez une reconnaissance sociale dans les dîners en ville, avec vos amis, vos copains. Vous avez un boulot, vous êtes quelqu'un. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est pour ça que ce projet est si important pour nous. Et je continue sur la liste de quelques idées que nous mettrons sur la table dans quelques semaines. Alors on ne mettra pas tout dans le public sur la table, il y aura des choses qui sont plus sensibles, dont on parlera directement avec le gouvernement, d'autres dans le registre social dont on discutera avec les partenaires sociaux, d'autres sur le plan fiscal, ce sera avec le ministre concerné, sur le plan réglementaire ou sur le plan environnemental. Mais un autre challenge que nous avons, c'est en effet 400 000 emplois demandés tous les ans, non pourvus. Vous avez vu ce projet qui est magnifique parce que on va mettre à l'honneur des salariés heureux. Il faut montrer des salariés heureux en France. Eh bien, on montre des salariés heureux qui sont épanouis dans leur travail, qui donnent leur salaire d'embauche. Et il en manque 10 000, 15 000, 5 000 dans certains métiers. Donc ça va durer 6 mois, c'est tous les soirs. On va mettre le paquet tous les soirs. Et ça permettra à ces enfants, ces adolescents qui cherchent un métier à 14, 15, 16 ans, à ces parents d'élèves complètement angoissés, en disant ça fait 3 fois qu'il redouble sa première ou sa seconde, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, mon gamin? Eh bien, une filière d'apprentissage, c'est une filière professionnelle, ça doit être considéré comme une filière d'excellence
en France. Il faut réhabiliter ces filières. C'est fondamental. On a besoin de ces jeunes, de chaudronniers, de soudeurs, etc., métiers de bouche, des poissonniers, des bouchers, des métiers du web, du numérique. Tout ça, c'est très, très bon. Et puis, une fois qu'ils sont dans l'entreprise, eh ben, ils sont sauvés. Ils sont sauvés parce qu'ils vont pouvoir progresser, s'ils sont bons, s'ils ont l'agnac, s'ils ont le mérite. Et c'est pour ça que c'est si important pour nous, ce projet, si important pour la France. Et d'ailleurs, je suis tout le temps moqué avec mon pins, je me promène partout avec ce pins. Mais on dit, mais Gatta, c'est un bonnet avec son pins, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais je dis, mais monsieur, c'est un projet gaullien. J'aimerais que toute la France porte ce pins. J'aimerais, vous, monsieur le député ou monsieur le ministre, que vous portiez ce pins avec moi. Pourquoi vous ne le portez pas? Vous avez honte? Vous avez honte qu'on ait envie de créer de l'emploi en France? Mais c'est ça qu'il faut leur dire. C'est ça qu'il faut dire aux Français. Eh bien non, on n'a pas honte, nous. Mais on assume. On assume parce que l'emploi, c'est fondamental. Et l'emploi, ça ne pourra fonctionner que si des verrous se débloquent, des verrous idéologiques, dogmatiques, de posture, politique, politicienne, insupportable, qu'on subit depuis 40 ans. Et je pense que c'est ça, en fait, quelque part, la vertu de ce projet. C'est ça la vertu de ce projet. Alors on essaiera d'être le moins impertinent et arrogant possible, bien évidemment, mais on mettra sur la table des verrous ou des leviers qui nous permettront en effet dans 1 ou 2 mois de dire, eh bien voilà, monsieur Michu, est-ce que vous voulez qu'on crée de l'emploi pour vos enfants, vos petits-enfants? Donc c'est tout ça qui va se passer. Donc vous voyez, Beau Travail fait partie de ce projet, c'est un des piliers, c'est une mobilisation forte. Derrière ce projet Beau Travail, vous avez bien compris qu'on voulait remettre l'apprentissage, l'alternance avec le gouvernement pour essayer de passer aux actions. Car vous avez bien compris, le MEDEF, c'est force de constat. On constate qu'il y a un chômage insupportable. Force de proposition, nous sommes toujours en proposition. Et d'ailleurs, et puis force d'action. Eh bien, Beau Travail, c'est le fruit d'un constat, de propositions, et on passe à l'action. Et ça, c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de partenaires ou de fédérations qui s'arrêtent au constat et qui disent, de toute façon, ça c'est non, ça j'en veux pas, ça c'est non, ça c'est non. Mais qu'est-ce qu'ils proposent quand ils disent que c'est non? Quand j'ai sorti mon SMIC transitoire temporaire avec abondement éventuel de l'État pour les populations les plus éloignées, on a dit SMIC jeune, c'est interdit, on n'en parle pas, terminé, je descends dans la rue, si vous continuez. Non, attendez. Ça, c'est la pensée unique. C'est pas une dictature, la France. C'est pas une dictature. On a le droit de parler, on a le droit d'apporter des solutions pour en parler. Ah ben non, on n'a pas le droit. Non mais attendez, mais on est où? On est où? Et ça, si vous voulez, ça me rend fou. Donc c'est pour ça, si vous voulez, qu'on va continuer pour justement que tout ça se mette en place pour nos enfants, c'est tout. Et pour que le pays reparte. Et derrière l'emploi, vous avez bien compris, vous avez l'entreprise tout de suite. Et on expliquera aux Français, qu'il faut continuer d'expliquer, comment ça fonctionne une entreprise. Eh bien, une entreprise, ça fonctionne avec des commandes, des clients, des gens heureux, des formations, des actionnaires qui mettent de l'argent et qui reprennent des dividendes. Parce que oui, les dividendes, quelle horreur! Mais non, c'est la rémunération d'un risque, un dividende. S'il n'y a pas d'actionnaire, eh ben, vous n'aurez jamais de financement. Et je pense que la France est en train de découvrir tout ça, parfois un peu dans la douleur. Mais c'est ça qu'il faut mettre sur la table tous les jours, toutes les semaines, parce que c'est comme ça que le monde tourne, et c'est comme ça que tous les pays du monde, de gauche et de droite, fonctionnent. Donc pourquoi nous, Français, on n'a toujours pas compris comment ça fonctionnait? Donc si vous voulez, ça c'est vraiment le combat du MEDEF que je porte. Alors ensuite, en effet, le pacte de responsabilité en tout ça est un des éléments qui va nous permettre d'avancer sur la compétitivité d'une part, et sur la confiance d'autre part. Je l'ai dit et je l'ai répété, il faut améliorer le coût du travail en France, c'est en cours. Ça prend beaucoup de temps malheureusement, mais je dirais que nous avons 20 milliards de CICE plus 10 qui devraient arriver, pas assez vite malheureusement, car des sociétés continuent de mal aller. La fiscalité, là, on est très loin des 50 milliards qui nous différencient de l'Allemagne. On va avoir 1 milliard de baisse l'année prochaine. La suppression de la C3S en 2 ans, ça va faire 7. 6, 7, on est loin des 50 milliards. Donc nous, au niveau du MEDEF, on dit, bon, ben, c'est un premier pas, on accompagne. C'est un escalier qu'on va monter avec vous, mais on est sur les 2 premières marches de l'escalier. Il faut que ça continue. Et la clé de voûte de tout ça, c'est la baisse des dépenses publiques. Alors ça, lorsque j'en parlais à l'automne dernier,
Là, c'était la risée, mais vous vous rendez pas compte, Monsieur Gattaz, la baisse des dépenses publiques, c'est pas possible. Alors je disais, le Canada, ils l'ont fait, la Suède, ils l'ont fait. Ah oui, non, mais non, c'est nous, on est la France, on peut pas, c'est pas possible. Bon, heureusement, il s'est passé quelque chose avec le pacte, et heureusement, le 31 décembre dernier, le président de la République a annoncé qu'il fallait baisser les dépenses publiques. Et aujourd'hui, c'est dans les mœurs. Nous sommes à 57% du PIB en dépenses publiques, je le rappelle. Les Allemands sont à 45%. Donc 12 points de différence. Et nous, on a préconisé au MEDEF de rester à zéro, c'est-à-dire non pas de baisser, mais juste de rester flat, à 1200 milliards. Comme il y a une tendance naturelle d'augmentation des dépenses publiques de 30 milliards par an, si vous restez à zéro pendant 3 ans, vous faites 90 milliards. Et là, vous financez les déficits d'un côté et vous financez la baisse de la fiscalité de l'autre. Bon, ça nécessite, en effet, de voir un peu de courage pour ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 sur 3 qui partirait à la retraite. Ça nécessite de revoir les missions de l'État, de sous-traiter ou d'externaliser certaines missions, d'en arrêter d'autres. Je pense que ce n'est pas la révolution française, c'est de faire ce qu'on fait dans nos entreprises, de faire aussi du management de la fonction publique, de faire du lean management. J'en ai parlé à certains ministres. Faites du lean. Moi, j'en ai fait beaucoup à Radial. Ça m'a permis de garder 4 usines et d'en créer une 5e. C'est de demander à nos salariés, en les mettant en confiance, qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils voient comme gaspillage, qu'est-ce qu'ils voient comme amélioration tous les jours, dans leur poste de travail et dans le process. Et bien, au bout d'1 ou 2 ans, vous faites des points de résultats d'exploitation en plus. Vous réduisez vos stocks de 30 ou 40%, vous réduisez vos problèmes de qualité de 30 ou 40%. Extraordinaire. Faisons du lean dans l'administration. Et là, ça se passe sans douleur. Et en plus, ça se passe avec les fonctionnaires. Bon, et bien pourquoi on ne le fait pas? Il faut qu'on arrive à le faire. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais le temps compte. Moi, je voulais vous dire, si vous voulez, que d'abord, je suis très flatté, honoré d'être à la tête de cette organisation. 800 000 chefs d'entreprise en France au total. C'est une armée d'ambassadeurs. Vous êtes une armée d'évangélistes de l'économie et de l'entreprise. Donc c'est ça qui me réjouit, c'est-à-dire que c'est quand même une force importante. Et je suis ravi parce que je considère toujours qu'un chef d'entreprise, hommes et femmes, ce sont des héros. Je le dis souvent, mais je vois ce que c'est depuis 20 ans de me battre tous les jours pour garder des usines en France, pour me battre pour prendre des commandes, pour me battre contre la fiscalité, contre les contrôles URSSAF, contre des tas de gens qui nous veulent du mal toute la journée, de continuer de se lever le matin en disant « j'y vais », eh bien, je trouve que nous sommes tous des héros, mais je voulais vous le dire parce que, en plus, être chef d'entreprise en France, je pense qu'on est les meilleurs du monde, chef d'entreprise, parce que ça ne peut pas être plus insupportable. Alors, tout ça pour vous dire... Tout ça pour vous dire que mon boulot, c'est en effet, et encore une fois, sans arrogance, sans en faire trop, mais juste expliquer la vie du monde entier qui bouge, comment une entreprise, ça fonctionne à Singapour, à Taïwan, en Suisse, en Autriche, au Canada. Et bien ça doit fonctionner pareil en France. Pourquoi les chefs d'entreprise sont estimés partout dans le monde? Nous, on est souvent maltraités, donc il faut qu'on nous réhabilite. C'est vrai que nos sujets sont compliqués. Nos sujets sont souvent des sujets de bonne gestion pour le pays, donc de dépenses publiques. C'est vrai que ça c'est un peu négatif quand nous sommes en crise dans nos entreprises. Ben, on n'est pas c'est vrai qu'on a des sujets difficiles, mais il faut passer les crises, gérer des crises, et c'est ce que nous proposons au MEDEF, et puis avoir un environnement radieux, qui est la vision de France 2020. Et à travers tout ça, c'est l'emploi des jeunes, c'est l'alternance, c'est beau travail qu'on va voir tous les soirs à télé, qui permettra de dire oui, on y croit, oui, il y a un atout en France. Et derrière tout ça, j'espère que nos ministres et nos députés feront des réformes profondes, structurelles, sans nous maltraiter, et pour retrouver très très vite la confiance. Retrouver très vite la confiance, c'est aussi d'arrêter des projets de loi, des propositions de loi qui arrivent tous les 15 jours pour, je dirais, qui sont très anxiogènes pour nous. Je citerai la loi sur les stagiaires, la loi sur l'inspection du travail, la pénibilité, la loi du temps partiel sur les 24 heures, la loi Florange et d'autres qui sont arrivés quasiment tous les 15 jours depuis 6 mois et qui ruinent la confiance des chefs d'entreprise. Arrêtons ce canonnage, cette canonnade législative. Donc c'est ça aussi le travail du MEDEF, c'est de le dire le plus simplement possible, le plus diplomatiquement possible, mais le plus fermement possible. Parce que derrière, vous avez des entreprises qui sont en train de mourir encore, et vous avez des chômeurs surtout derrière qui s'accumulent. Donc il faut vraiment qu'il y ait un déclic très fort. Le pacte de responsabilité est un espoir gigantesque
d'inflexion de nos politiques. Et j'espère qu'il sera cranté définitivement dans la France, la culture française, pour que toutes les alternances futures se passent le mieux du monde, comme on voit en Angleterre, droite-gauche, gauche-droite, comme on le voit en Allemagne, et qu'on ne casse pas les entreprises. Et nous sommes ceux qui créons la richesse, l'emploi, la croissance du pays et qui payons la sphère publique. Car il ne faut jamais oublier que nos magistrats, nos avocats, nos militaires, nos policiers, nos infirmières sont payés par notre création de richesse. Donc ne tuons pas la poule aux odeurs, c'est ce que je voulais vous dire. Vive l'entreprise, vive l'Alsace, vive l'Europe et vive la France. Merci beaucoup.